Dominique Dizeran, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et docteur en droit. Vous avez été pendant des années secrétaire central d'Impressum, les journalistes suisses, l'association des journalistes professionnels. Nous allons parler aujourd'hui d'une petite Bible que vous avez publiée et qui s'intitule « Le droit d'auteur des journalistes ». Pourquoi je parle de petite Bible? Parce que ce livre, tout journaliste devrait l'avoir, puisqu'il comprend une multitude d'informations concernant leurs droits en matière de droit d'auteur. Si vous avez écrit cet ouvrage, c'est parce que les journalistes ne sont pas conscients de leurs droits? Oui, notamment dans la pratique que j'ai eue à Impressum, je me suis rendu compte que beaucoup de journalistes n'étaient pas conscients qu'ils avaient des droits, qu'ils ne se sentaient pas concernés par la problématique des droits d'auteur, jusqu'au moment où eux-mêmes étaient l'objet de violation des droits d'auteur avec leurs articles. Alors à ce moment-là, ils étaient bien conscients. Mais ce n'est pas la seule raison, hein. J'ai aussi une autre raison, c'est que maintenant, il est en train de se passer quelque chose à Berne, d'un grand changement législatif pour les journalistes en matière de droits d'auteur, qui concerne les droits voisins de Google. On y reviendra plus tard. Et puis là, c'est comme un changement de paradigme. Alors ça tombe bien de sortir un livre pour que les journalistes soient bien conscients qu'ils ont des droits d'auteur. Ça, c'est une chose. Et puis la dernière chose, c'est qu'il n'existait pas de guide en Suisse sur les droits d'auteur pour les journalistes. Voilà. Et quelles sont les violations les plus courantes en matière de droits d'auteur pour les journalistes? Bon, c'est assez basique, c'est la reprise des articles sans autorisation sur un site internet. Ça arrive souvent dans internet, mais pas seulement, aussi dans d'autres journaux. Et puis aussi la même chose, mais sans mention du nom, ce qui est quand même beaucoup plus grave encore, c'est la violation du droit moral, du droit d'être cité en tant qu'auteur de l'article. Et quels sont, selon vous, les aspects du droit d'auteur les plus méconnus par les journalistes? Y en a-t-il d'ailleurs? Oui, il y a deux choses qui me frappent et ça continue. Les journalistes sont peu conscients qu'ils peuvent devenir membres de Proliteris, c'est gratuit. Qu'est-ce que Proliteris? Alors c'est une société de gestion des droits d'auteur. Il y a les écrivains, il y a les éditeurs, il y a les journalistes. Et puis, oui, c'est principalement eux. Et puis, ils gèrent les droits des photocopies, et puis intranet, etc. Et ça sera cette société qui gérera aussi les droits par rapport à Google, aux droits voisins. Donc, en fait, là, il faut que les journalistes soient membres pour toucher de l'argent, c'est gratuit. Après, ils déclarent leur production, puis à la fin de l'année ou au milieu de l'année, ils touchent... c'est pas rien des fois, hein. S'ils ont une grosse production, c'est quelques centaines de francs, des fois c'est quelques milliers de francs, et avec Google ça sera beaucoup plus. Donc ils ignorent ça, il faut vraiment qu'ils deviennent, ainsi que les photographes de presse, membres de Proliteris. Puis il y a autre chose, dans le même ordre d'idée, ils ne savent pas non plus qu'en devenant membres d'Impressum, les journalistes suisses, ils bénéficient d'une assistance juridique, avec l'apport des secrétaires centraux, secrétaire central à Impressum, et puis une protection juridique en cas d'échec de ces négociations. À ce niveau-là, il y a les frais d'avocat qui sont payés, frais de procédure, etc. Alors, je vais prendre maintenant un cas très concret. Imaginez un site payant et un abonné qui est abonné à ce site, mais qui redistribue les articles de ce site à tout le monde. Il n'a pas le droit de le faire, mais c'est très fréquent. Comment un journaliste peut-il se défendre? Bah là, de nouveau, il faudrait qu'il, s'il n'est pas membre, devienne membre d'Impressum, puis téléphone à Impressum, et puis s'adresse à un secrétaire central pour voir ce qui peut être fait. En principe, ça sera écrire une lettre comme une lettre type, comme j'ai écrit dans mon livre, il y en a là-dedans. Et puis, ça sera menacé de sanctions pénales ou civiles, mais plutôt pénales. Et puis, si ça ne marche pas, bah, le secrétaire central pourra écrire une plainte pénale, et puis, ou bien aider le journaliste à écrire une plainte pénale. Encore faut-il qu'il apporte la preuve que l'article a été... Donc c'est compliqué ça, mais il faut faire quelque chose, en tout cas, agir. D'accord, ça semble quand même très compliqué, mais dans le même état d'esprit, Impressum se bat pour la reconnaissance d'un droit de rémunération pour les journalistes à l'égard de Google et les compagnies du même type. Pouvez-vous nous expliquer les enjeux d'un tel débat ?
Bon, là, ça fait 10 ou 13 ans qu'Impressum s'est battu pour obtenir ses droits. Je me souviens qu'il y a 10 ou 13 ans, j'ai été à Zurich avec le président d'Impressum, qui était Christian Campiche à l'époque, et on a été chez Google, et on a demandé 170 millions pour les journalistes. Bon, et eh ben, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de résultat, mais on a posé déjà le début de la maison à ce moment-là. Mais sans résultat, en fait. Sans résultat pour le moment. Il a fallu attendre 2019 avec la directive de l'Union européenne qui reconnaissait des droits, qui reconnaît des droits voisins aux éditeurs et aux journalistes, et à l'égard de Google et d'autres acteurs sur Internet. Et à ce moment-là, c'était une année charnière pour ces droits. En Suisse, il y avait des auditions, des hearings, comme on dit, de la commission du Conseil des États. Il y avait Géraldine Savary, qui est maintenant à Femina, mais avant elle était conseillère aux États. Elle s'est beaucoup engagée pour la reconnaissance de ses droits. On a presque failli obtenir ça en 2019, mais la commission a préféré, par un postulat, demander un rapport au Conseil fédéral sur qu'est-ce qui allait se produire les prochaines années. Alors il y a eu, 2 ans après, en 2021, un rapport du Conseil fédéral qui a conclu positivement qu'il fallait protéger les éditeurs et les journalistes à l'égard de ces grands acteurs d'Internet. Donc ça, c'était 2021. 2023, procédure de consultation, là c'était différent. Ils ont proposé un droit à rémunération. C'était pas un droit d'interdire, mais un droit à rémunération. Ça paraît moins, mais c'est peut-être plus efficace. Ils ont proposé que ce soit Proliteris qui gère ce droit. Et puis, ils ont dit aussi, entre les lignes, ils n'ont pas le pouvoir de décider ça, que les droits seraient répartis 50% entre les journalistes et les éditeurs. Ce qui est une bonne chose pour les journalistes, c'est un très bon indice, quoi. Donc, il y a eu la procédure était assez positive. Les gens, bon, il y a Google qui a posé plein de problèmes, etc., plein de questions à régler, mais en gros, c'était plutôt positif. Et puis, là, maintenant, ils sont en train de travailler. Le Conseil fédéral a donné le feu vert pour écrire un projet de loi, et ce projet de loi sera devant le Parlement l'année prochaine. Mais alors, l'enjeu, c'est un enjeu financier. Là, il y avait, par exemple, l'année dernière, en 2023, il y avait les éditeurs qui ont demandé à l'EPFZ, encore une autre université, un rapport sur ces droits voisins. Et une des conclusions était que Google devait payer 154 millions par année. Donc c'est des montants énormes. Ça pourrait contribuer à aider les éditeurs dans la situation où ils sont, et puis aussi mettre du beurre dans les épinards pour les journalistes, en fait. Mais pour l'instant, ils n'ont rien payé. Alors pour le moment, il y a rien. Ça va être compliqué quand même. Ça va être encore un petit peu compliqué, mais peut-être moins. Je voulais en parler après, mais je peux en parler maintenant. En France, ils ont eu plein de difficultés pour faire valoir ce droit, parce que Google joue avec l'absence de transparence. Donc, avec la solution suisse, on aura cette transparence avec Proliteris et les tarifs. Et puis, Google, alors, jouait, il ne donnait pas les chiffres, il ne donnait rien. Donc, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça en Suisse avec cette solution, avec Proliteris. Et puis, on aura les droits, tout en une main chez Proliteris. Bon, ça facilitera la tâche à Google, mais ça facilitera aussi la tâche des éditeurs et des journalistes. Donc, c'est plutôt, on a attendu un peu, mais pour faire quelque chose qui peut être, alors bien sûr, connaissant Google, il y aura peut-être un recours jusqu'au tribunal fédéral après les négociations. Il y aura pas peut-être un échec des négociations, etc. Mais quand même, il y a pas mal de précédents dans les pays en Europe. Là, Google devra payer quelque chose pour les droits voisins. Et puis, si c'était 154 millions, ça serait très bien, quoi. Et pendant ce temps-là, les journaux meurent. Oui, enfin, si vous voulez que j'en parle maintenant, oui, je trouve ça très, très triste et plutôt catastrophique tout ce qui se passe. Mais j'ai tendance à dire qu'en Suisse, on va lentement. Il y a beaucoup de
remède possible à la situation actuelle. Il y a les aides d'État. Ça se passe en Scandinavie, ça se passe par exemple en France aussi. Des aides directes d'État, il peut y avoir des fondations aussi. Bon, il y a Aventinus en Suisse romande, mais il peut y avoir encore d'autres. On peut imaginer, et les milieux sont en train peut-être de réfléchir à créer une fondation comme ça pour des aides directes. Ça permettra de protéger l'indépendance des journalistes et puis des rédactions avec une fondation. Et puis en ce moment, le Parlement veut renforcer, on ne sait pas si ça va passer encore en décembre, augmenter les aides indirectes. On en est là pour le moment. Mais c'est vrai qu'en Suisse, on est très en retard par rapport à tous les remèdes qu'on pourrait utiliser. Il y a des choses, mais il faut que ça soit effectivement, que ça soit rapidement fait. Puis ces droits voisins, bon, on a une procédure parlementaire qui est ce qu'elle est, mais peut-être dans 2-3 ans, on aura ces droits, donc c'est quand même pas si éloigné que ça. Alors revenons au livre. Ce qui est particulièrement intéressant dans le livre, c'est qu'il propose des recommandations pratiques et des modèles de lettres pour réagir en cas de violation des droits d'auteur. Pensez-vous que les droits moraux des journalistes, comme je pense à la citation ou le respect de l'intégrité des œuvres, sont suffisamment respectés dans l'environnement numérique actuel ? Non, je pense pas. Je pense que c'est un problème, mais je pense que c'est une bonne protection. Les auteurs, les journalistes, ils ont 2 types de droits. C'est des droits patrimoniaux qui permettent aux journalistes d'obtenir de l'argent contre l'utilisation de l'œuvre. Et les droits moraux qui sont constitués, comme vous l'avez dit, c'est le droit d'être nommé auteur, ou de refuser d'être nommé comme auteur, et puis le droit de que les œuvres soient pas modifiées sans l'autorisation, pas dénaturées, pas déformées, etc. Donc en fait, ces droits devraient aider à l'heure d'Internet les journalistes. C'est important parce qu'il y a des fake news, ça peut aider justement contre des fake news, ça peut aider si les journalistes on leur met pas leur nom, on peut agir, il y a des moyens d'agir, mais il faut effectivement suivre ce qui se passe sur Internet. Il y a un certain contrôle, il faut quand même une certaine que éditeurs et journalistes regardent ce qui se passe sur Internet et réagissent. Bon, en général, ils réagissent parce qu'on a quand même on a eu des cas Impressum où les gens étaient bien au courant de ce qui se passait sur Internet avec leurs œuvres, avec leurs articles. Et maintenant, parlons d'un sujet récent, l'intelligence artificielle. Comment les journalistes peuvent-ils se préparer aux défis juridiques et technologiques comme l'utilisation de leurs œuvres par l'AI, l'intelligence artificielle? C'est complexe. C'est complexe. Alors l'intelligence artificielle, au niveau juridique, les choses ne sont pas du tout réglées. Notamment, une des choses les plus importantes, c'est que les opérateurs d'intelligence artificielle puisent dans un répertoire immense d'articles et de photos, des articles et des photos, pour en refaire leur propre produit. Qu'est-ce qui se passe en droit d'auteur? Est-ce que c'est une violation du droit d'auteur ou non? On ne sait pas. On attend des jugements. Il y a le New York Times qui a fait un procès, qui est en procès contre OpenAI. Il y a Getty Images, qui est une grande agence de photos, qui a fait double procès aux États-Unis et au Royaume-Uni contre des opérateurs d'intelligence artificielle. Donc là, on attend ça. Mais pendant ce temps, ce qui se passe, c'est qu'avec les grands groupes, je donnerai un exemple, il y a un des plus grands groupes de presse qui a négocié et obtenu un accord avec OpenAI, 250 millions de dollars pour 5 ans. C'est News Corporation qui représente beaucoup de titres anglo-saxons. Et il n'y a pas que, il y a aussi Le Monde qui a un accord avec Oppenheim. Il y a des journaux au Royaume-Uni. Donc en Suisse, il y a pour le moment, on ne connaît pas de procès et on ne connaît pas d'accord encore qui est réalisé. Peut-être c'est en train de se faire, peut-être pas. En tout cas, une bonne chose, c'est que dans la procédure de consultation dont j'ai parlé sur les droits voisins juste avant, il est question il y a les milieux concernés dans la procédure de consultation ont demandé à ce que les droits voisins
s'applique aussi à ces articles qui sont utilisés pour alimenter les robots des intelligences artificielles. Donc il y aurait cette proposition, donc ce serait un droit à rémunération, et ça, vous avez entendu les montants dont il s'agissait, 250 millions pour bon, c'est un grand groupe, mais ça ferait quand même aussi beaucoup d'argent pour les médias, pour journalistes et éditeurs. Bon, aussi pour les éditeurs, pour les aider de nouveau à sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et comment un journaliste peut-il se défendre par rapport à ces œuvres qui sont reprises sur les réseaux sociaux? Ben là, il faudrait aussi une veille assez systématique. Les cas dont j'ai parlé dans mon livre, c'est souvent des cas d'Internet, en tout cas. Bon, pour les réseaux sociaux, c'est aussi ça, il faut suivre, et puis les articles sont protégés, les photos sont protégées, il faut suivre, et puis agir avec lettres, avec tout ce qu'on a dit, et ça marche s'il y a une lettre de menace, ça marche assez souvent, simplement avec la lettre de menace, si c'est en plus signé par une association professionnelle, comme Après-Somme, ça marche en tout cas. Alors, maintenant, on va revenir un peu sur votre carrière. Hein. Vous vous êtes battu pendant des années aux côtés des journalistes et nous constatons, on en a un peu parlé tout à l'heure, hein, que semaine après semaine, mois après mois, les licenciements se multiplient. Là, c'est la dégringolade. Quel est votre regard? Bon, c'est un regard, je trouve, c'est catastrophique, quoi, ce qui se passe. Et puis, ça continue. Moi, je pensais que... j'ai pensé à un moment, pour faire ce métier secrétaire central, il faut être un peu optimiste, je me levais tous les matins en me disant j'y arriverai, j'y arriverai. Il faut être optimiste. Donc, et vous aimez les médias, hein? Oui, j'aime les médias, mais il fallait être optimiste. J'étais aussi optimiste à l'époque de la disparition du matin. Le matin a disparu. Par contre, il reste un site internet. Hein, il y a un site internet. La Tribune de Genève en prend le chemin. Voilà, oui. Enfin, on espère que non, mais peut-être qu'il y aura d'autres possibilités avec des fondations d'aider le journal qui continue à vivre, quoi. Peut-être sans le groupe. On ne sait pas si Tamedia veut vraiment rester ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Pour Tamedia, c'est absolument affolant ce qu'ils font, surtout que le groupe lui-même, TX Group, a de l'argent. Donc, on sait très bien que les plateformes d'annonces, ça donne beaucoup d'argent. Et avant, c'était la publicité qui était utilisée pour faire vivre les journaux. Donc, enfin, c'est absurde, quoi, comme situation. Ils n'ont qu'à mettre l'argent là, ils pourraient le faire. Bon, mais ils distribuent des dividendes, ils continuent comme ça. Enfin bref, ils parlent de journalistes de qualité. On ne sait pas comment c'est possible avec si peu de gens qui vont rester. Mais bon, il faut toujours être optimiste. Et puis, quel est l'avenir? Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait des remèdes qui existaient. Droits voisins, ces droits voisins Google, intelligence artificielle, ça va venir dans 2, 3, 4 ans. Les aides à la presse, indirectes, comme c'est en train de se passer au Parlement, mais directes aussi. Il faut que les milieux, et je sais que les milieux sont en train de bouger, pour qu'il y ait des initiatives qui sont en train de se préparer, et il faut que ça bouge, que tout le monde se bouge. Le Parlement, les parlementaires, je crois, seraient prêts à agir, mais il faut leur donner les solutions dans la main, quoi. Donc en fait, bon, moi je suis pas pessimiste. Il faut que ça bouge, c'est tout. Il faut que ça vienne des milieux, des éditeurs, des journalistes, des milieux concernés, même du public, en fait, qui dit non, je veux garder le journal, etc. Il y a aussi dernièrement le Courrier qui a lancé une campagne pour une aide directe. Toute initiative de ce type est bien, on en parle, et il se passera quelque chose au Parlement, quoi, en fait. Donc voilà, je reste optimiste. En France, dans d'autres pays, on pense qu'en France, en tout cas, que ça sera les moyens droits voisins, Google, et les moyens intelligence artificielle qui pourront sauver la presse. Mais en France, il y a quand même des aides très importantes directes pour les journaux. Donc la situation est un peu différente. Dans les pays scandinaves aussi, ça survit. Donc, mais en France, la situation est différente, c'est-à-dire qu'il y a une aide pour les journaux, mais les médias sont tenus par des milliardaires, donc ils n'ont même pas besoin de cette aide. La situation, pour d'autres choses, elle n'est pas aussi bonne que ça, mais, voilà.
Il y a quand même pour le Monde, il y a quand même des grands journaux qui subsistent et qui sont excellents aussi. Bon, en Suisse, en Suisse romande, on a le temps. Ben là, il y a la fondation Aventinus qui aide. Et puis, il y a aussi la NZZ, etc. Il y a quand même des bons journaux aussi. En regardant en arrière, quels moments clés ou victoires vous ont particulièrement marqué dans votre défense des droits des journalistes? En fait, il y en a plusieurs. Sur 13 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, je commencerai par la dernière à laquelle je pensais, mais je pense que c'est assez significatif. Cette fois, puis j'en ai pas parlé, c'est les photographes de presse qui sont aussi représentés chez Impressum. On s'est mis un groupe de travail avec toutes les associations professionnelles de photographes, ensemble, un groupe de travail. C'était un photographe qui était très engagé, qui s'appelait Christophe Schutz, qui a fait un travail remarquable pour le lobbying. En fait, le problème, c'est que le tribunal fédéral jugeait dans un cas qu'une photo était protégée, dans un autre cas que la photo n'était pas protégée. Et puis chaque fois en disant, là, il y a un caractère individuel, c'est une des conditions pour que ça soit protégé. Là, il n'y a pas, etc. Donc en fait, on a été au Parlement et on a demandé, lors d'une révision du droit d'auteur, que toutes les photographies de presse soient protégées, même celles qui n'ont pas un caractère individuel. Et c'est le cas, maintenant on a réussi. Donc, mais là, c'est pas une victoire personnelle, une personne, c'est tout un groupe, quoi. Mais c'est pour ça qu'on réussit le lobbying, on réussit quand on est tous ensemble. Et puis j'ai oublié de dire que pour les droits voisins, il y avait justement une alliance de tous les milieux pour les droits voisins. Et ça, c'est une bonne chose pour la suite. Alors, mais pour dire ça, c'était une chose positive. Je suis assez contente qu'on a co-créé, moi j'ai co-créé, c'est moi et Frédéric Gonzette, le Journafond, qui est un fonds pour le journalisme d'investigation. Maintenant, il y a plein de gens qui sont dedans, il y a les éditeurs qui sont dedans, etc. Et puis, chaque année, on met de l'argent, ils mettent de l'argent pour le journalisme d'investigation. Et ça marche, ça existe toujours. Donc, c'est joli de lancer quelque chose qui est pérenne, qui continue. Maintenant, ils doivent avoir de l'argent de la Confédération, ça serait important. Mais au moins, il y a plein de journalistes qui peuvent avoir un complément financier pour faire des enquêtes d'investigation. Puis sinon, il y a des cas concrets où j'ai gagné, on a gagné jusqu'au tribunal fédéral pour un cas de licenciement abusif pour un journaliste. C'était pas un licenciement abusif, ou bien des jolies négociations qui des fois, c'était pas mal d'argent pour des photographes ou des journalistes qui avaient des problèmes, du harcèlement, etc. Alors c'était des jolies victoires personnelles, quoi, individuelles, je veux dire, pour des cas concrets. Il y a encore d'autres choses, mais j'oublie. Et ce combat que vous avez mené, qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce combat? Pour les droits d'auteur des journalistes, c'est simple. Je suis docteur en droit, j'ai fait ma thèse en droit d'auteur. Je suis arrivée à Impressum pour les journalistes. J'allais m'occuper des droits d'auteur puisque j'étais spécialiste là-dedans. Comme j'ai été spécialiste du droit d'auteur à la SSR avant avant Impressum. Et puis, en fait, de là, d'année en année, j'ai récolté des cas. Et puis, pour finir, j'ai fait ce livre. Voilà, parce qu'il n'y avait rien sur eux. Et puis, c'est joli. Moi, j'ai toujours aimé les journalistes, j'ai toujours aimé le journalisme, et puis j'ai toujours aimé le droit d'auteur. Donc, en fait, c'était les deux qui se rejoignaient, quoi. Dominique Dizeran, je rappelle le titre de votre livre, Le droit d'auteur des journalistes. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.